C'est à moi. Ça y est, c'est enregistré. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter là, donc pendant ce créneau, globalement d'1 heure, mais bien évidemment, le but, c'est que ce soit interactif. Donc, poser des questions. C'est un peu l'intérêt de la présence de Lucie et de moi aujourd'hui, c'est qu'on puisse interagir et peut-être aller un peu plus loin des informations au niveau des différentes slides. Donc donc je vais vous présenter aujourd'hui le PEPR Mobideck, et donc forcément l'appel à projet, qui est actuellement, en cours, et on parlera des différentes étapes d'ailleurs de l'appel à projet, dans la deuxième partie de la présentation. Donc ce PEPR, donc c'est moi qui vais le présenter aujourd'hui, mais en fait, il y a si vous voyez au niveau de ce premier slide, donc il y a 4 personnes qui co-dirigent donc ce PEPR, 2 pour, l'université Gustave Eiffel, donc Corinne Blanquart, la première vice-présidente et moi, et côté IFPEN, donc Institut français du pétrole énergie nouvelle, donc il y a aussi 2 autres personnes, donc c'est mix, IFPEN et UGE en coportage. Et nous avons donc aussi 2 chefs de projet, donc Nicolas Pernet pour l'IFPEN et donc Lucie Mendoza plutôt côté Université Gustave Eiffel, donc qui présente aujourd'hui. Enchantée. Donc vous verrez, donc il y a plein donc à chaque fois, il y aura bien évidemment les logos France 2030, voilà, République française, c'est contractuel et vu que c'est forcément dans un appel, France 2030 et financé par la stratégie, donc c'est vrai qu'il y a du France 2030 un peu partout. Donc les ambitions d'un PEPR et les missions qui en découlent. Alors, ce sont des ambitions associées à Mobitech, mais bien évidemment aussi qui sont communs à l'ensemble des PEPR, hein. Donc je rappelle un PEPR, programme et équipement prioritaire de recherche. Donc le programme, voilà, équipement est aussi une notion importante, on verra ça un peu plus tard. Donc les 3 ambitions et les ambitions principales, c'est tout d'abord et la première, c'est en fait mobiliser donc la communauté scientifique, faire un tissu national sur une thématique importante, pour le gouvernement et pour la France en l'occurrence. Et grâce, à cette mobilisation, arriver vers un niveau d'excellence, de la communauté sur ce sujet pour après pouvoir être compétitif au niveau européen et aussi au niveau international. Donc ça, c'est la mobilisation. Je dis pas que rien n'a été fait dans ce domaine-là, bien évidemment, mais l'idée, c'est d'essayer de formaliser justement cette communauté scientifique sur le sujet qui nous intéresse, nous, en l'occurrence en Mobitech, sur la mobilité décarbonée avec le filtre, et l'approche data. Après, il y a créer de la connaissance. Tout PEPR a pour but, bien évidemment, de fournir de la connaissance. Connaissance au niveau scientifique, via la diffusion de la valorisation classique, via des publications, mais aussi via des colloques, et aussi répondre aux besoins et aux objectifs de ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire les collectivités et les entreprises des filières associées. Et enfin, préparer des outils donc destinés aux utilisateurs, donneurs d'ordre et porteurs de politiques publiques. Donc, de la même façon, hein, toujours en relation avec les parties prenantes. Le but, c'est que les parties prenantes ont des besoins. Le but des PEPR, et d'une autre en particulier associée à la mobilité, a pour but de répondre à ces besoins en fournissant des connaissances, mais aussi en leur donnant des outils, donc ces fameux équipements qui vont leur permettre d'améliorer, soit, l'optimisation, des entreprises de transport ou de chargeurs, ceux qui produisent les biens qui vont être transportés, ou aussi, de faciliter, les actions de décarbonation pour les gestionnaires de territoires, collectivités, principalement. Donc voilà les 3 axes, les 3 ambitions affichées d'un PEPR et que nous aussi on va porter au niveau de Mobilec. J'ai aucune notion du temps, donc si vous voulez que je Lucie, tu me dis: «Attention, je dérape». Donc, 2e slide. Alors les 2 types de PEPR. Alors pour information, pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant de la structure des PEPR, il y a 2 types de PEPR. Des PEPR adossés aux stratégies nationales d'accélération, comme Mobidec en l'occurrence. C'est-à-dire que là, c'est l'État qui contacte donc 2 établissements de recherche, plutôt des organismes de recherche principalement, même quasi majoritairement, hein, à part nous qui sommes un peu une exception. Il y a une 2e université maintenant, je crois, qui a à nouveau un PEPR, mais très longtemps, on a été la seule université, parmi les porteurs de PEPR. C'est principalement le CNRS, hein, avec d'autres entités, d'autres établissements et donc là, dans ce cadre-là, donc c'est l'État qui donne une lettre de mission à ces établissements sur une thématique particulière où forcément l'établissement est en fer de lance, tête de pont de cette thématique.
En l'occurrence, l'université Gustave Eiffel a 2 thématiques phares, c'est la ville durable et la mobilité durable. Donc c'est pour ça qu'on a 2 PEPR, ville durable du bâtiment innovant d'un côté et Mobidex sur la enfin digitalisation et décarbonation des mobilités. Donc pour l'ensemble de ces 25 PPR, alors il y en a peut-être 1 ou 2 en plus depuis, donc c'est 2 milliards d'euros hein, sur ce budget-là. Donc voilà. Après il y a d'autres aides, alors je le rappelle aussi, hein, on en reparlera aussi après tout à l'heure, mais les PEPR, c'est un financement à but recherche plutôt académique. Donc toutes les entreprises collectivités ne sont on voudrait les avoir dans les consortiums, mais ils ne sont pas financés. On reviendra là-dessus tout à l'heure. La deuxième catégorie de PEPR, c'est les PEPR exploratoires. Donc là, c'est un peu différent. Donc il y a juste 1 milliard d'euros, hein, c'est la crise. Et donc dans ce cadre-là, c'est plutôt les établissements qui ont postulé avec une idée de projet qui a été retenue ou non par la SGPI, par les financeurs, et qui ont après financé donc actuellement 18 PEPR pour un budget total de 1 milliard d'euros. Voilà, donc c'est plus des sujets en émergence, des niches qui peut-être n'arriveront à rien, mais qui mériteraient d'être creusés, mais qui n'est pas fait pas partie des 25 sujets, importants pour le gouvernement et pour l'État. S'il y a des questions, allez-y, hein. Ne vous gênez pas. À part si tout ça, c'est très connu. Heu, donc 3e slide. Donc comme j'ai pu le signaler tout à l'heure, on est donc, il y a une double, enfin une double tutelle, on va dire, de ce PEPR et donc IFP Énergies Nouvelles et donc l'université Gustave Eiffel, sur la SNA, donc sur la stratégie nationale d'accélération, sur la digitalisation et décarbonation des mobilités. On a un budget de 30 millions d'euros pour réaliser cela. 30 millions d'euros qui sera donc réparti sur 8 ans. Et on verra après à la suite, comment on a réparti justement ces 30 millions. Alors 2 choses importantes, donc il y a 2 points notables concernant l'université Gustave Eiffel. La première, c'est qu'on a donc une reconnaissance du caractère hybride de l'établissement, c'est-à-dire que l'université Gustave Eiffel, qui a un peu moins de 4 ans, c'est la fusion d'une université, pure université, hein, Paris-Astre-Marne-la-Vallée, et d'un institut de recherche, IFSTAR, en fait, sur, l'aspect mobilité. Mobilité et aussi, infra, lié à la mobilité, en fait, du granulat jusqu'aux véhicules qu'on met dessus. Et donc ces 2 établissements ont fusionné pour créer l'université Gustave Eiffel. Donc on n'est pas vraiment université, on n'est plus organisme de recherche, on est un peu le chaînon manquant entre les 2. Et donc c'est pour ça qu'on a été sélectionné pour être coporteur d'un PEPR, même si on n'est au final pas plus un organisme de recherche. Et la reconnaissance de cette dimension nationale, parce que l'université Gustave Eiffel a une des particularités, c'est d'avoir plein de campus sur l'ensemble du territoire, historiquement les campus de l'IFSTAR, et c'est pour ça aussi que je suis présent au niveau du réseau R3 Mob via des équipes qui se trouvent à Bordeaux actuellement. Enfin, actuellement et toujours, c'est PRNA, bien évidemment. Donc c'est le laboratoire IRENA, hein, pour information. Donc après, maintenant si on revient sur le focus, l'état des lieux sur la décarbonation. Donc c'est l'objectif premier de la SNA et c'est aussi l'objectif du PEPR. Notre but à nous, et de ce PEPR est de à l'objectif 2050 d'avoir une neutralité, carbone en fait au niveau de la mobilité, qui est notre focus au niveau du PEPR Mobitech. Si on regarde sur le graphe de gauche, certainement vous devez aussi le connaître, les transports sont l'origine première malheureusement, des émissions de gaz à effet de serre. Bon, il y a eu des fluctuations, ça s'est un peu amélioré, enfin les autres se sont améliorés encore l'année dernière, la mobilité malheureusement non. Donc ça se poursuit à se maintenir en première place. Donc le but c'est de le réduire. Si on regarde maintenant sur, alors donc là il y avait plutôt un pourcentage. Sur celui de droite, là on est en millions de tonnes équivalent CO2 et on remarque que là actuellement, on est à peu près dans les 130, millions de tonnes CO2 équivalent. Et parmi, si on fait une répartition, la majorité des émissions proviennent des voitures particulières et après, pour l'aspect plutôt transport frais, enfin transport, frais de marchandises, ça se répercute sur, 2 axes. Bien que les poids lourds comprennent ça comprend aussi les cars, donc il y a aussi transport de voyageurs, mais la majorité, c'est quand même transport de marchandises. Et si on fait la somme des véhicules à but de transport de marchandises et ceux qui sont plutôt transport de voyageurs, on est plutôt à 2 tiers, un tiers, à peu de choses près. Après, il y a forcément les 2 roues, le ferroviaire, le maritime, l'aérien et on peut remarquer que forcément le ferroviaire est quand même ce qu'il y a de plus durable,
hormis bien évidemment les jambes, sur le vélo ou à pied, c'est quand même parmi les actions les plus durables, enfin le mode de transport le plus durable. D'où aussi beaucoup d'actions en faveur du ferroviaire. Donc nous, on va plutôt travailler au niveau de Mobidec, plutôt pour faire diminuer les sources qui émettent le plus. Principalement, véhicules, donc les voitures, les véhicules légers ou les véhicules lourds, mais c'est plutôt là. Ou aussi, autre parce que même si l'aérien est aussi, faible au final, en rapport poids-puissance, on va dire, ça produit beaucoup plus que des véhicules, routiers. Donc il y a aussi potentiellement un travail sur, aussi la décarbonation de l'aérien. Donc, les solutions envisagées sont multiples. Bon, alors, bien comme j'ai pu le signaler, hein, c'est 32 de la déca enfin des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la mobilité. Il y a 66 donc le but, c'est quand même alors si on reprend par rapport aux chiffres que je viens de vous présenter, en 2030, on doit diviser par 2 en fait l'émission actuelle. Donc on peut imaginer que c'est quand même assez conséquent. Donc à partir de là, différentes solutions sont possibles. Attendez, je vais couper parce que forcément j'ai plein de messages en même temps. Différentes solutions sont possibles. Alors la mobilité active, alors ça qui veut dire mobilité active, pour rappel, hein, pour la définition, c'est là où on utilise justement notre jambe, où on est actif dans le mouvement. C'est-à-dire, la marche, le vélo, où on a un effort physique à générer. Donc appuyer sur une pédale d'accélérateur, même si ça dégage un peu d'énergie, ce n'est pas considéré comme une mobilité active. Et après il y a le report modal vers le transport en commun, vers les en fait les transports les plus durables, comme le ferroviaire principalement, utilisation d'amélioration de tout ce qui est plutôt, motorisation, énergie, donc les véhicules électriques, potentiellement les véhicules, donc automatisés pour voir l'impact aussi sur, la consommation énergétique, sur les mobilités partagées, sur l'autopartage, ce genre de conception de véhicules aussi moins lourds, donc qui consomment moins. Donc voilà, il y a plein de solutions qui sont actuellement mis en phase pour pouvoir, répondre aux besoins. Là, au niveau de la stratégie d'accélération donc nationale sur la digitalisation et décarbonation des mobilités, je reprends mon souffle, qui donc a un budget total de 570 millions d'euros. Dedans, il y a eu plusieurs actions qui ont été réalisées. Donc cette stratégie a été lancée en 2021, un peu avant 2021, plutôt fin 2020. Donc l'idée, voilà, il y a eu plusieurs idées qui ont été lancées et financées dans le cadre de cette enveloppe de 570 millions d'euros. Le premier, bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui en l'occurrence, c'est le PEPR, Mobidec, donc c'est 30 millions d'euros. Alors donc on peut quand même revoir un peu le ratio, hein, 570 millions d'euros, nous on est à 30 millions d'euros. Bon, alors certes, c'est lié uniquement à financer la recherche académique, au sens large, hein, mais c'est néanmoins. Après, il y a 3 autres, structures importantes au sein de cette stratégie de cet SNA. Il y a l'aspect plutôt lié à tout ce qui est plutôt digitalisation, sur tout ce qui est véhicules connectés et autonomes, sur les services aux citoyens, sur la notion de, pas prendre en compte que le cœur de ville, mais voir aussi et d'ailleurs c'est assez transparent à l'ensemble de la SNA, c'est de dire qu'il y a pas on focus pas uniquement au niveau du centre-ville, même si c'est important, parce que là souvent ils ont suffisamment de matière et de moyens de faire du report modal, de la multimodalité qui va permettre de résoudre ou au moins de diminuer l'impact. Là où vraiment le cœur de cible, on va dire, des applications se fait plutôt sur le périurbain, voire sur le rural, là où il y a forcément moins de facilité ou de report modal possible. Et ça implique bien évidemment l'utilisation de véhicules très carbonés. Et en résultat des courses, c'est là où on doit forcément agir le plus. Là où en fait on produit le plus. Ce qui ça peut paraître assez logique, mais néanmoins, c'est bon de le repréciser. Donc là, donc il y a eu 2 choses. Il y a eu un appel donc à projet mobilité routière et automatisée, infrastructure des services connectés et bas carbone, 200 millions. Et après, il y a eu un autre appel, donc là sur le ferroviaire. Donc vous avez bien compris que le ferroviaire est forcément beaucoup plus décarboné que le routier. Et donc l'idée de alors c'est pas un problème récent, hein, décarboner, enfin utiliser à faire pour modèle ferroviaire et principalement aussi pour le transport du fret. C'est un vieux problème depuis
30 ans. Et donc le résultat des courses, il y a quand même, beaucoup d'actions, depuis 2 ans pour financer, justement et faciliter cette décarbonation en utilisant le plus possible les transports ferroviaires, d'où aussi les actions d'essayer de transférer la notion de RER au niveau des différentes régions hors Île-de-France. Et après, pour terminer, donc des projets d'innovation dédiés à la logistique 4.0 pour essayer d'optimiser au mieux le flux de marchandises du chargeur, donc de celui qui produit, jusqu'au consommateur, et donc jusqu'à la gestion du dernier kilomètre. Donc le contexte est donc, maintenant qu'on a trouvé, je vous ai expliqué la stratégie nationale d'accélération, donc on revient au niveau du contexte du programme. Donc on part du postulat suivant. Donc on a des inégalités, territoriales, donc comme j'ai pu le signaler, donc rural, périurbain, urbain. Ceux qui habitent dans les 3 zones ont forcément on peut avoir des avantages, mais dans notre cas, plutôt des inconvénients pour la facilité de mobilité. Il y a des préoccupations environnementales croissantes, avec les problèmes de transition énergétique, bien évidemment, réchauffement climatique, tous ces notions-là impactent aussi, la société et aussi, bien évidemment, la mobilité. Il y a l'évolution des usages, les rapports entre, le jeune adulte avec le permis de conduire, avec, justement les relations avec les différents types de transports de mobilité, les nouveaux types de mobilité, individuelle, voilà. Mais, il y a d'évolution des usages aussi, hein, le rejet pour beaucoup au milieu urbain, au centre urbain, hypercentre des véhicules routiers ou autre chose. Et aussi de plus en plus la diffusion, alors ça c'est pas d'aujourd'hui, ça déjà depuis de nombreuses années, mais l'idée de passer sur des véhicules plus durables, de mettre en avant la gestion du vélo, l'intérêt du vélo, enfin, et aussi les pistes cyclables. Enfin, il y a toute une architecture derrière et des actions qui sont réalisées depuis de nombreuses années, mais enfin tout ça a quand même fait évoluer les usages et les normes sociétales. Bon, les événements de crise, hein, on peut forcément parler du Covid, mais bien évidemment aussi de transition énergétique, des guerres et des impacts aussi au niveau du prix du pétrole et de tout ce qui peut impacter. Donc tout ça fait qu'on a une demande forte d'études sur l'aspect mobilité, mais aussi une crainte très forte de pouvoir faire des études sans contraindre individuellement l'usager pour qu'il puisse améliorer son bien-être sans être pénalisé en fait par les actions qui seront mises en place. Et donc ça, il y a toujours cette double vision, c'est on essaye d'améliorer le bien-être, on essaye d'améliorer le bien-être aussi de l'usager, mais aussi de la planète, tout en maintenant un niveau de service suffisant pour pas que, l'usager se sente lésé à la fin. Donc elle soit moins sensible et donc elle ne fasse pas les efforts pour pouvoir, réaliser cela. Donc les technologies aussi avancent. On a beaucoup plus de data ouverte. Il y a les réglementations qui ont évolué, il y a la 5G, bientôt la 6G. Voilà, il y a plein d'évolutions qui font que maintenant il y a de plus en plus de capteurs au sein de la ville, des territoires, de la mobilité qui nous permettent d'accéder maintenant à la data. Et après il y a l'économie, bien évidemment, de nouveaux modèles économiques qui sont apparus et donc tout ça fait que, grâce à la data, on peut maintenant, ce qui n'était pas vrai encore il y a quelques années, mais maintenant, on a suffisamment de données, avec l'évolution de l'IA bien évidemment aussi, à pouvoir les traiter pour obtenir des outils fiables pour aider les collectivités ou les entreprises. Donc, notre focus par rapport à la SNA, c'est la data de mobilité. Et tout va tourner autour de la data. Je vois pas de questions? Je suis toujours très clair, c'est super. Oh je suis content. Donc, Il y a- data. Fabrice, Ah, il y a oui, une une question. question aussi dans le chat. Est-ce que les Ah, AAP digitalisation du transport routier et ferroviaire sont identiques au Coram et au Corifère? Identiques ou inclus? alors, Alors, Coram et Corifère, c'est aussi France 2030. oui, C'est alors mais aussi c'est des inclus dans la budgets pour moi SNA. plus conséquents, hein, nettement plus conséquents. Et alors les corifères et les coram, enfin les corps quelque chose, quoi, c'est plutôt clairement filière, industrielle et plutôt on finance les industriels en premier, à la différence de là où c'est plutôt les académiques. Par contre ça, pour moi, ça rentre pas dans alors je peux peut-être dire une bêtise, il faudra vérifier. Lucille, si tu peux vérifier pendant que je Ouais, alors continue la justement, présentation? je suis en train de Mais vérifier, c'est des appels qui sont portés par BPI oui, et qui rentrent dans le cadre de France 2030 aussi. Mais de ce que j'en vois, c'est pas la même chose que ce dont mais nous on c'est la parle. finalité, oui, parce que la stratégie, enfin
concernant Corifère, bon, forcément, c'est sur uniquement le transport ferroviaire, bien évidemment, mais là, l'idée, c'était de faire alors bien que la stratégie, c'est vrai, ressemble aussi un peu. C'est les trains légers, Mm. travailler sur l'optimisation et la digitalisation des transports ferroviaires pour améliorer son utilisation. Voilà, c'est essayer d'améliorer la compréhension pour pas faciliter le report modal vers le ferroviaire. Donc oui, c'est dans la même démarche. Après, est-ce que c'est l'appel est on va dire concurrent ou complémentaire? Je ne sais, alors je ne saurais pas Moi, le dire parce que je n'ai pas répondu à l'autre, donc je ne sais pas. Par contre, selon j'ai moi, je répondu dirais qu'il est à Corifer, complémentaire mais parce qu'il s'adresse aux industriels, oui, alors que les appels inscrits dans le programme dont on parle s'adressent aux académiques. Si vous permettez, Mais si vous je vais permettez, vérifier aussi. ouais, si vous permettez, il s'adresse aux industriels, mais avec une forte recommandation d'y inclure des oui, laboratoires de recherche. oui, c'est pour ça qu'on Ouais, y était en fait dans du plusieurs coup, c'est projets. l'inverse en fait par rapport à nous. Nous, ça s'adresse aux académiques Voilà. avec une forte demande d'inclure aussi des territoires et des industriels. Donc Mais c'est très ça, bien. c'est pour Moby pour Oui, le point de vue c'est est à en 200 effet millions d'euros, je différent. suis pas sûr. Hein? Le point de vue est différent parce qu'il y en a Ah, un qui est piloté en effet par les services du ministère enfin de la DGE, du ministère de oui. l'économie et des finances. Le point de vue entreprise accompagné par la recherche est là. Et par contre, sur les PEPR, c'est plutôt des projets purement académiques avec un accompagnement par les industriels. Donc, c'est juste ce point de vue-là qu'il faut. Hmm. Mm. C'est Ya- inversé. Ouais. C'est Yacine, ça, c'est inversé. Yacine, Yacine, j'étais hors Ouais. PEPR justement, puisque le Oui, PEPR t'es de sur Mobilec, l'autre, c'est 30 l'appel à 200 millions. millions là. Et là, les deux appels à 200 Oui, oui, millions oui, 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 oui. sont hors PEPR. C'est pour ça que je posais la question. Et c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a des guichets. On a des guichets propres au Coram et au Corifère sur lesquels Mhm. on peut s'adosser aux industriels dans le cadre du réseau. Et Mm. Oui. on a ces guichets de digitalisation, de décarbonation du transport ferroviaire. On a Ferrocampus qui est présent à l'Assemblée aujourd'hui et du transport routier. Donc ça nous fait encore plus de Mhm. possibilités justement pour pouvoir mettre en avant le réseau. Merci Fabrice. J'arrête Je là. profite pour poser, Ouais. je Vas-y. profite pour poser la question. C'est qui l'opérateur? C'est BPI ou c'est l'ADEME? Ou vous savez pas? C'est Euh, l'ANR. Oui, c'est l'ANR, hein. Via la Des SGPI, mais 200 c'est millions, l'ANR. pas le PEPR, pas le PEPR. Ah, Ah, de l'autre côté, Sur les c'est 200 millions. bah là, je ne sais pas, j'ai pas répondu à cet appel-là. D'accord, ok. Mais C'est pas grave, c'est par c'est la curiosité. SGPI Mm. qui finance, mais après, sous quelle structure, je sais pas. Mais Ouais, ça, je pourrais répondre après quand je couperai ma présentation. J'ai les docs, donc je peux te le dire assez rapidement dès que je l'aurai coupé ma présentation. merci. Oui, donc on reprend. Donc la data de mobilité. Donc data de mobilité, on est parti sur trois axes de recherche. Le premier axe, c'est comprendre les usages en utilisant les data de mobilité, les data qu'on ne pouvait peut-être pas avoir avant, pour essayer de mieux comprendre ou d'essayer d'identifier les données qui pourraient manquer justement pour aller plus loin dans la démarche. Alors, ce que j'ai pu rapidement présenter, mais que je reprécise encore là, dans le cadre de Mobideck, on travaille sur transport de voyageurs, mais aussi transport de marchandises. On a les deux focus. Donc, toutes les démarches, est-ce que vous verrez par la suite dans les projets ciblés, il y a toujours eu donc les deux côtés, il y a ces bicéphales. Donc, forcément, c'est interconnecté, mais néanmoins, c'est quand même, il y a deux approches, donc d'un côté voyageurs, de l'autre côté marchandises. Donc, comprendre les usages, c'est aussi bien voyageurs que marchandises. Donc après, donc c'est donc élargir donc le champ d'analyse des mobilités, hein. Essayer de voir, et ce qu'on verra dans le cadre de Mobideck, comme peut être aussi dans d'autres PEPR, c'est le côté très multidisciplinaire pour essayer justement d'utiliser différents types d'approches sur un même cas d'usage, sur une même problématique, essayer d'avoir des approches SPI, SHS mélangées pour justement arriver dépasser peut-être le côté un peu siloté qu'on pouvait avoir au préalable. Donc c'est aussi une complexité des fois de pouvoir travailler provenant de différentes thématiques aux différentes disciplines. Mais donc mettre en évidence aussi la diversité et l'hétérogénéité des usages, hein, parce que forcément c'est pas aussi simple que dire je prends ma voiture pour faire 1 kilomètre, c'est parce que j'ai pas de transport à côté, ok, mais c'est des fois beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que ça rejoint aussi très fortement la dernière présentation qui a été faite au cas des webinaires 3MOB justement sur l'électromobilité et les relations entre aussi le niveau de CSP des personnes possédant les différents véhicules. C'est vraiment en phase justement avec ce premier axe de recherche du Mobideck.
Donc, il y a une notion très psychologique, en l'occurrence. Il y a aussi une notion très économie expérimentale et une notion très économique aussi, forcément plus vers l'approche des transports de marchandises. Donc voilà, donc l'idée c'est de savoir traiter, d'acquérir des nouvelles données pour pouvoir après les traiter et obtenir les informations qui nous manquent. Donc là, c'est comprendre les usages, c'est le premier axe. Le deuxième axe, donc le premier axe c'est quand même plutôt, alors, j'aime pas trop cataloguer parce que le but c'est pas de siloter, hein, mais c'est plutôt SHS, c'est majoritairement SHS dans le premier axe de recherche, même s'il y a une interconnexion entre les deux, mais c'est un peu ça. Le deuxième, c'est manager les données. Alors manager les données, bah, comme son nom l'indique, alors là on est plutôt SPI, c'est comment on stocke, comment on agrège, c'est du deep learning, c'est l'IA, c'est comment on arrive à, avec des données multisources de différents types, comment on arrive à les agréger, comment on fait l'interopérabilité entre différentes sources d'informations pour après obtenir à la fin une information pertinente et robuste qu'on pourra utiliser dans le dernier axe de recherche, qui est lui plutôt sur l'utilisation de ces données. On a compris les usages, enfin on a mieux compris les usages, on sait mieux traiter et gérer les données provenant de différentes sources disponibles. Et donc, à partir de là, donc on peut, grâce à ça, obtenir des outils d'aide à la décision pour les décideurs ou à destination aussi des usagers, pour mieux comprendre et pour donner les modifications des politiques publiques ou de la gestion des entreprises, faisant simple, soit en optimisant les véhicules très carbonés, en optimisant leurs déplacements pour que même s'ils peuvent pas faire de report modal, mais au moins il y aura moins de production parce qu'ils seront moins longtemps sur la route, ou d'un autre côté, essayer de montrer comment faire pour faire un report modal de qualité et qui pourra avoir l'acceptabilité aussi bien des usagers que des décideurs. Voilà, c'est un peu l'idée donc. Oui, Je peux te poser une oui, question? Jeanne. J'ai une question sur, le mot data, en fait. Oui, Tu vois, nous, on est plus dans, la partie, comprendre les usages, là, et pour comprendre les usages, on a plusieurs types de data. Tu as des data quantiques quand tu fais, des questionnaires, du volume, et oui, cetera. Mais tu as aussi des data, qui sont beaucoup plus, quali quand tu pars dans l'analyse des verbatim, quand tu fais, oui. de l'ethno, et cetera. C'est de la data aussi, on est Oui, d'accord? oui, c'est la OK, data. C'est toutes les connaissances qui est produit. Alors, quand je OK, parle de data, c'est parce que forcément, on va se plugger sur des moyens d'obtenir de la data, de la connaissance, surtout pour le premier scope, sur la compréhension des usages, sur de la connaissance. Après, je vais prendre les 3 projets ciblés, un par axe de recherche qui a déjà débuté depuis, en même temps que le projet de recherche Mobydeck. Enfin, et donc là, vous verrez un cas plus concret, vous verrez un peu OK, ce qui a été mis en place, en sachant que les projets ANR devront être plus ou moins quand même en lien avec les projets cibles qui ont déjà débuté. Donc, OK, mais oui, pour répondre à la question, oui, les 2 sont intéressants. OK, merci. Alors par contre, pour manager les données, c'est pour ça que aussi le manager les données, quand je disais des données hétérogènes, multisources, c'est qu'on a des données soit très brutes, provenant voilà, de données capteurs in situ, jusqu'à des données provenant, filtrées un peu, mais provenant des fournisseurs de mobilité, hein, Keolis, Transdev ou autres, jusqu'à des données très conceptuelles. Et c'est avec tout ça qu'à la fin, on doit essayer d'obtenir quelque chose de compréhensible. On doit les fusionner, donc à différents niveaux d'abstraction pour à la fin pouvoir aider aux prises de décision. OK. Donc, l'exploitation de Mobydeck, donc 3 niveaux, les 3 projets ciblés. Pourquoi j'ai ciblé ensemble? C'est plutôt des projets cibles, ou bref, peu importe. Donc on a lancé un projet par axe de recherche pour lancer la dynamique, pour aussi produire avant que les projets ANR soient vraiment mis en place, déjà des premiers résultats sur lesquels on va pouvoir aussi aider et peut-être utiliser les premiers retours, les premières productions de ces projets ciblés. Le deuxième moyen, et ça c'est aussi ce qui se passe actuellement, c'est un appel à projet opéré par l'ANR. Quand je dis opéré par l'ANR, c'est que nous, en directeur de programme, on a conçu l'appel à projet, on l'a donné à l'ANR, et c'est l'ANR maintenant qui va alors l'AMI, c'est encore nous, les AMI, c'est encore nous qui allons le gérer, mais ça on reviendra sur les salles suivantes. Mais après, le processus, quand mi-septembre, vous allez déposer des projets, ce sera l'ANR qui va évaluer de façon tout à fait autonome et indépendante
ces différents projets. Donc nous, on n'aura aucune visibilité là-dessus, même si on est les directeurs de programme. À la fin des évaluations réalisées par le jury de l'ANR, on aura le retour et des évaluations, donc des notes sur les projets qui auront été, une partie qui auront été retenus. Et c'est ces projets-là que nous, on va donc étudier les évaluations. Et après, c'est les directeurs de programme avec la SGPI et l'ANR qui décideront collectivement quels sont les projets qui seront retenus pour le premier appel à projet. Donc, il faut bien prendre en compte. Jusque-là, c'est encore nous. Au niveau de l'AMI de mi-mai, c'est encore nous, même si vous allez devoir déposer vos lettres d'intention au niveau du site de l'ANR, mais c'est encore nous qui avons la main dessus, enfin, main dessus, pour les journées AMI, mais c'est l'ANR qui va devoir nous renvoyer les lettres d'intention. On ne les reçoit pas directement nous. Et après, après le dépôt officiel des projets mi-septembre, là, pendant 3-4 mois, on n'aura aucune visibilité de ce qui se passe et on aura les résultats fin d'année avec le classement des projets qui auront été auditionnés. C'est-à-dire pas l'ensemble des projets, mais un certain nombre de projets qui seront auditionnés. Ce sera l'ANR qui décidera quel projet sera auditionné, avec des critères que nous, on fournira, bien sûr, qui est dans l'appel à projet. Mais on n'a aucune, c'est totalement opaque pour nous, en fait. C'est justement pour éviter d'être jugé parti, ce qui donne un peu une notion un peu réaliste et plus propre, on va dire, de la recherche pour éviter toute dérive possible. Ce qui n'était pas le cas, mais on ne sait jamais. Deuxième appel à projet, il y en aura donc un deuxième 2026, entre 2026 et courant 2026, plutôt avec un début 2027, hein, comme là il y aura plutôt un début 2025 au final. Donc là, pourquoi 2 ans après? Alors, pour 2 raisons. Un, c'est pour les trous dans la raquette qu'on a eu au premier coup, bah, on va essayer de compenser avec le deuxième appel. Peut-être aussi que dans le deuxième appel, il y aura peut-être des points qui auront évolué, des choses qu'on aura mieux compris, justement en 2-3 ans de travaux réalisés, qui feront peut-être rediriger le deuxième appel avec justement ce qu'on n'a peut-être pas mis dans le premier document. Le premier appel, et c'est un scope large, ça reprend tout ce qu'on a mis dans le document scientifique du PEPR au démarrage. La finalité est quand même de finir au plus tard, donc l'ensemble de tous les projets, donc de la deuxième vague comprise, au plus tard en 2031, c'est-à-dire à la fin, 8 ans après le début du projet Mobitech. Donc on a une contrainte de finir forcément pour l'éligibilité des coûts. Les projets financés, bon, c'est comme tout PEPR, on est, enfin, j'ai mis 2 pour la fin de projet, hein. Forcément, on peut commencer plus bas, mais enfin plus bas, enfin beaucoup plus bas, mais l'idée c'est quoi? On termine à un TRL4, potentiellement un proto en laboratoire. On ne demande pas que ce soit opérationnel et vendu au grand public dans la semaine qui suit. Clairement pas. D'ailleurs, il y a d'autres moyens qui peuvent se suivre. On a des structures de prématuration-maturation qui sont liées assez fortement au projet Mobitech qui s'appelle City, porté par aussi l'Université Gustave Eiffel. Alors, malheureusement, actuellement, je pense qu'il n'y a pas encore de SAT dans le sud-ouest qui sont partenaires ou d'universités partenaires de. Je crois qu'il y a le CEREMA à Bordeaux qui doit être partenaire. Oui, Yacine? Oui, Ouais. justement, j'allais te poser la question là-dessus. Il y a des SAT, justement, en Nouvelle-Aquitaine. Il y a la SAT il y a la SAT Aquitaine Sciences Transfert. Ouais. Quand tu parles de structure de prématuration et maturation, tu parles des SAT, donc. Alors, je fais un petit rapide résumé. City, c'est un projet alors, je pense que c'est aussi 30-35 millions d'euros de prématuration. Principalement, c'est là où je suis membre du jury de ça, au nom de Mobitech. L'idée, c'est pour monter dans la TRL, plutôt 5 à 7, 5 à 6, on va dire, en prématuration plutôt, pour faire une co-maturation derrière avec une entreprise. En gros, on a une bonne idée, on essaye de le passer, on donne un peu d'argent, 50 000 euros à peu de choses près, pour pouvoir aller un peu plus loin et poursuivre la démarche qui peut être initiée dans un projet de recherche pour essayer de commencer à le rendre un peu plus opérationnel. Ça, pour pouvoir avoir ce financement-là et pouvoir postuler à cet appel-là City, qui se fait tous les 3 mois, il faut être membre, il faut être partenaire de City. Et d'ailleurs, il faut juste être affiché, hein. Il n'y a pas besoin de payer ou autre chose, mais il faut que l'établissement ou une SAT du secteur soit membre de City. Donc là, ça fait à peu près 1 an que ça a été lancé, hein, City. Donc là, actuellement, quand je m'étais renseigné, je sais qu'il y a le CEREMA, je crois à Bordeaux, qui fait partie, enfin le CEREMA dans son sens large, donc aussi le centre du CEREMA de Bordeaux. Mais de mémoire, on m'a dit qu'il n'y avait pas encore ni de SAT, ni d'établissements qui sont en lien avec City.
parce que City est lié à Mobitech, c'est pour ça que je vous en parle. Donc là, après, il y aura peut-être des possibilités. Si vous voulez avoir ce financement-là, cette possibilité-là, dans le cas de Mobitech ou dans d'autres projets que vous avez déjà, qui pourraient déjà être en phase avec dans d'autres projets NR ou autres, qui ont fait des développements qui auraient pu être en phase avec Mobitech, mais que vous aimeriez poursuivre dans le cadre d'une prématuration ou une comaturation avec une entreprise, on peut aider. Mais pour ça, il faut que votre établissement et donc la SAD associée soient partenaires affichés du projet City. Donc si parmi vous, il y a des gens qui seraient intéressés, bah, je connais très bien forcément les porteurs de City, vu que je en fais un peu partie, je pourrais aussi vous mettre en relation et voir comment on peut faire pour faire qu'un établissement apparaisse dans le scope. Et donc En après, fait, pouvoir si après tu veux, ma postuler. question n'était pas celle-là. Ok. Ma question n'était pas celle-là. C'est quand tu dis que les projets, moi je comprends de cette phrase, je me trompe peut-être, tu me Ouais. corrigeras si c'est le cas. Quand je vois le lien avec des structures de prématuration et maturation, je comprends qu'il faut que quand on monte un projet, le partenariat pour un PEPR peut venir de n'importe quel partenaire, groupe de partenaires en France. Donc, tu pourrais te retrouver avec des projets qui n'incluent aucun partenaire de City, mais qui ont des structures de prématuration et de maturation. Et ils peuvent expliquer le lien qu'ils ont avec ces structures-là Ah dans oui, la tout à fait. proposition. Est-ce que c'est ça qui est demandé ou pas? Non, alors là, le lien, c'est que globalement, ce que je voulais dire, donc j'ai pas été clair, c'est que le Oui, PEPR va jusqu'à Interval 4. Si vous voulez oui. poursuivre la démarche qui aura été initiée dans le D'accord. PEPR, on peut se rattacher à des gros projets de prématuration comme City au niveau national, hein. Sauf dans le Sud-Ouest, malheureusement, il n'y a pas encore de partenaire dans le Sud-Ouest, mais qui permet justement, qui sont naturellement en prolongement des résultats qui pourraient être initiés dans les projets ANR associés à Mobidec, parce que ils sont City, le focus ville durable et le focus Hmm. mobilité décarbonée. Mobilité. C'est spécifique. Voilà. Mais même sans ça, tu sais, nous, on a des liens avec la SAT AST qui, pas seulement sur la mobilité et ville durable et pas seulement fléché vers ça, mais Hein. qui accompagnent les projets qui ont une réelle chance d'être maturés, quelle que soit la dynamique. Et on vient, Oui, par oui, exemple, notre université, mais on n'est pas les seuls, il y en a une 17 ou 18 en France. On est tout à fait. lauréat, ou je crois même non, plus de 20 qui sont lauréats des PUI, des pôles Oui, universitaires c'est ça. Tout à fait. d'innovation, des Oui. pôles universitaires d'innovation, qui peuvent accompagner aussi. La Rochelle, par exemple, est lauréate, et je crois qu'il y a au moins une deuxième université de Ah oui, oui. Nouvelle-Aquitaine qui l'est. Mais Donc là, ces structures-là, le tout lien, à on saura fait. faire, hein. Je pense que C'est tout le ça. monde Oui, Mais saura non. faire, ouais. la seule chose, c'est que City, c'est parce que c'est en lien avec Mobydeck directement. C'est parce que Ouais, ça porte, si tu veux, la prématuration de Mobydeck. C'était, voilà, plus focus sur, par rapport à Mobydeck. Mais oui, tous les autres oui. structures, les équivalents ou même les PUI répartis au niveau national et donc dans le Sud-Ouest aussi, forcément, peuvent aussi faire cela. Mais c'est parce que là, on faisait juste le lien. Mais voilà. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais moi, je croyais que c'était obligatoirement City. Non, Ça Non, m'avait c'est non. fait clairement pas Ah peur non, non. obligatoire. tout de suite, mais non. Ouais. Aucune Donc, obligation. non, c'est très bien. Voilà. Et D'accord, après, super. donc, Merci. oui, il n'y a pas de problème. Et après, il y a le financement des laboratoires. Donc, ah oui, comme tout PEPR, on ne finance que les laboratoires nationaux de recherche publics. Donc, ni les entreprises, ni les collectivités, ni les associations. Enfin, après, il y a des sous-catégories qui peut-être peuvent avoir un peu de financement, mais c'est très, très rare. Pour les associations, je parle. Et après, et même chose, les laboratoires de recherche hors territoire national ne sont pas non plus financés. Par contre, ils peuvent être partenaires, mais par contre, ils n'auront pas d'aide. On peut forcément aussi, à 20% du budget peut passer en sous-traitance, donc on peut passer aussi les entreprises en tant que sous-traitant si on le désire. Donc, après, je vais peut-être un peu avancer parce que c'est vrai que là, il y a déjà 1h15, Il y a une 12h15. question, on a une question dans le chat, Fabrice, avant que Ouais, tu... vas-y. Ah oui, pardon. Euh, L'objectif de Mobilitech est de développer une mobilité sobre, souveraine et résiliente, où se Oui. positionne l'efficience énergétique des systèmes de transport, tels qu'étudiés dans les laboratoires SPI, le contrôle des écoulements par exemple. Alors, cette partie-là, pour être intégrée dans l'axe 3, qui est la recherche plutôt sur les outils de la décision, dans la partie modélisation simulation. Après, sur l'aspect, on va dire, carburation véhicule électrique ou véhicule automatisé, s'il y a une finalité d'outil d'aide à la décision pour les collectivités, pour modifier les politiques publiques, il y a un lien direct. Après, il y a pas vraiment d'axe de recherche pour travailler sur ce point précis comme objectif principal. Ça, on est vraiment data et donc utilisation de la data pour soit mieux comprendre ou soit faire des outils de la décision.
Donc, soit c'est utilisé dans les utilisations, dans les modèles, en fait, hein, globalement, mais si Mm. ça peut pas être sous cette forme-là, ce sera plus difficile à intégrer dans l'Apple Mobi Deck. Ouais, Là, ça pourra pas être un objectif principal. j'en avais discuté au lancement du programme à la Défense, là, au mois de décembre Ouais, dernier. Mhm. J'en avais discuté et effectivement, il ressortait que c'était ce choix-là et ressortait en fait des recommandations du SGPI ouais, pour dire ce n'est Oui, pas effectivement un PEPR énergie, c'est un PEPR qui est plutôt à porter sur la data c'est pour ça. décarboner la mobilité. il y a un PEPR énergie pour le coup. Donc, ça peut peut-être aussi peut-être regarder de ce côté-là, du côté du PEPR énergie, si ça peut rentrer. J'ai pas lu leur appel. Mm. Donc, je pose parce que sinon on va jamais y arriver. Mon Dieu, il est Du coup, 10h15. il y a une réponse qui est Ouais. vous vous coupez ainsi de tous les laboratoires travaillant directement sur l'amélioration de l'efficience énergétique. Nous utilisons naturellement de la data. Mais s'il y a de la data, si, Oui, ça, ça s'il y a la rentre. data, c'est bon. Enfin, l'idée, c'est on utilise de la data et après, à la fin, on doit obtenir, ou on doit participer à une stratégie d'aide à la décision. Donc, si ça, on peut intégrer ça dedans, il n'y a pas de problème. Mais là, la finalité, c'est l'outil d'addition ou soit la compréhension des usages, soit la gestion de la donnée, Mm. soit l'utilisation de la donnée pour obtenir des aides pour ceux qui vont Des outils. décider. Voilà, c'est ces trois axes de recherche-là. Dans le cadre de Mobydeck, hein. La SNA est beaucoup plus large. MinMob. Donc, MinMob, c'est le projet ciblé lié à la compréhension justement des usages. Donc, on a trois parties. Une partie très psycho, on va dire, sur la compréhension des mécanismes liés justement à l'environnement et tous les différents critères qu'on a pu voir au niveau sociétal ou autre. Donc, ce qui fait qu'on utilise là, et donc là, c'est pour répondre à la question de Jeanne tout à l'heure, c'est qu'on va utiliser, entre autres, comme moyen, donc il y aura des questionnaires, beaucoup d'entretiens, il y aura aussi du sein de la réalité virtuelle pour des mises en situation avec casque ou simulateur, pour tester des mises en situation pour mieux comprendre telle ou telle réaction ou comportement des personnes en situation, on va dire virtuelle, mais avec une but de faire ça en réel. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, donc une approche, donc là, c'est le troisième pour vous, qui est une approche très économique, c'est bon, plutôt d'ailleurs par des économistes, hein, qui a pour but de travailler sur tout ce qui est transport de marchandises et là, en mettant en avant et donc là, c'est là l'équipement, la donnée, c'est faire une enquête chargeur. Alors, on fait dans un soit il y a les enquêtes transporteurs où là on interroge ceux qui transportent les biens d'un point A à un point B sans savoir ce qu'il y a dedans ni ce qui va se passer après. Donc on n'a pas toute la chaîne de traitement, enfin la chaîne de transport multimodal potentiel. Là, on est plutôt en quête chargeur, où là, c'est ceux qui produisent le bien. Et là, on va interroger donc ces entreprises-là, sur une durée de 4 ans, au niveau du territoire national. Donc, ça se fait tous les 15 ans, hein, ce genre d'enquête, à ce niveau-là d'exigence que l'on vise. Et pour avoir, en fait, l'ensemble de la traçabilité de l'ensemble de... Et pourquoi ils utilisent sur leur chaîne de logistique, hein, multimodal potentiellement, avec du fret routier, ferroviaire, puis après fluvial ou maritime, et c'est de comprendre pourquoi, en fait, ils font telle ou telle chose. Donc c'est vraiment un point important et ça se fait que très très peu dans ce domaine-là et ça fait une avancée assez forte, mais ça prend forcément un certain temps parce qu'on prend aussi sur une longue durée pour mieux comprendre. Et après, le mix entre les deux, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, enfin ce que j'appelle, ce qui est, c'est l'économie expérimentale, où là, en fait, on prend, c'est une approche mixte entre l'économie d'un côté et la psychologie de l'autre. On essaye de comprendre les mécanismes un peu d'acceptabilité sociale des différentes décisions politiques, des politiques publiques, en prenant une approche psychologique, mais en ayant un impact économique. Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on va faire au niveau de MinMob. Donc c'est un peu, donc pour information, parce que là, vu le temps qui passe, il faut savoir que dans le cadre de l'appel à projet, on va demander aux porteurs d'être aussi en lien plus ou moins accentué avec un des trois projets ciblés. Forcément, il y aura un axe privilégié, et forcément, il faudra que les projets soient plus ou moins liés à un axe de chaque projet ciblé. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les informations, pour que vous puissiez aussi voir si vous avez aussi des liens avec les trois projets ciblés, en l'occurrence.
Le deuxième projet ciblé, donc celui sur le traitement des données, donc ça c'est assez classique, hein, capture, tout ce qui est donc RGPD, anonymisation, tout ce qui est traitement, le deep learning, voilà, tout ce qu'il faut pour essayer d'enrichir, pour fusionner, pour comprendre ces données-là. Et après, donc, en gros, c'est de la création de données, donc c'est très, par contre, très SPI. Autant le premier, donc c'est porté par l'Université Gustave Eiffel principalement, mais il y a aussi d'autres partenaires, on reviendra là-dessus rapidement. Là, c'est porté par l'INRIA, celui-là, en l'occurrence, le deuxième. Et le troisième, c'est Forback, qui est l'outil de décision, en fait, la finalité, l'objectif final de Mobydeck. Et là, on va travailler sur du forecasting et du backcasting. Alors, comme ça, très rapidement, le forecasting, l'idée, c'est de la prédiction. C'est-à-dire que, voilà, on veut mettre en place au niveau d'une ville, par exemple, la mise en place de véhicules électriques. On regarde à 5, 10, 15, 20 ans et on regarde l'impact que ça peut avoir sur le niveau de pollution, sur la consommation de la ville, enfin, X ou Y raison. Et donc là, on est en prédiction. Et après, il y a l'approche backcasting, où là, c'est l'inverse. On donne des contraintes. On va dire, dans 20 ans, je vais faire moins 5 millions de tonnes équivalent CO2 au niveau de ma région. Donnez-moi les politiques publiques régionales que je dois mettre en place pour y arriver. Et donc là, le modèle va nous redonner, selon les objectifs, ce qu'il faut appliquer pour pouvoir y arriver au temps voulu. Donc c'est pas simple, hein. Vous pouvez imaginer que la prédiction, je dis pas que c'est chose un peu plus classique, certes. Le backcasting, c'est quand même un peu plus, enfin les deux sont compliqués, hein. Mais voilà. Donc ça, c'est les deux approches au niveau du projet Forback et de l'axe de recherche aussi en l'occurrence associé sur la création d'outils de la décision. Donc on a des liens, hein, assez forts entre, c'est pas du silo bien évidemment. Globalement, il y a le fil rouge, c'est la data, hein, qui est commun donc aux trois projets ciblés, aux trois axes de recherche, hein. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a donc des nœuds, des interconnexions entre chaque. Et déjà là, on a une quinzaine à peu près de partenaires déjà référencés au niveau de ces projets ciblés. Donc ça, c'est la première démarche. Ce qui a déjà été lancé, c'est les projets ciblés. Après, il y a les appels à projets. Alors les appels à projets, petit 1, donc je rappelle comme tous les autres PEPR, hein, le consortium, on vise forcément l'excellence scientifique. Voilà. Après, il faut que ça soit multidisciplinaire, donc on n'a pas que des SPI, il faut que c'est du SPI et SHS réunis. Alors, peut-être pas à équilibre 50-50, mais du moins, il faut qu'on a plusieurs approches parce qu'on doit justement mettre en avant l'idée que si on travaille ensemble sur des approches différentes, on peut peut-être aller plus loin que sur une seule approche. L'implication donc de territoires et d'entreprises, vous avez bien compris, elles ne sont pas financées. Par conséquent, que ce soit entreprises ailleurs au territoire, donc ce qui fait qu'il faudra les motiver, à minima une lettre de soutien et à minima utiliser, enfin, il faut une notion très bottom-up, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser les besoins des entreprises ou des territoires pour étayer la problématique ou le cas d'usage que vous visez. Donc on peut, voilà, donc ce qu'il faut, c'est que c'est vraiment l'idée du bottom, c'est le but c'est à la fin de faire des outils d'addition pour répondre aux besoins des décideurs principalement ou des usagers, mais pour répondre à des besoins, donc il faut partir au démarrage des besoins de la base, enfin de la base au sens large, hein, c'est entre guillemets. Mais voilà, donc l'idée c'est c'est pas juste un projet comme ça conceptuel à l'intérieur assez bas qui restera assez bas, c'est quand même un but de répondre à une problématique existante, sociétale. Donc l'objectif, donc en référence aux barrières scientifiques du programme, ok. Donc présence de financement de thèses et de postdoc, de contrats postdoctoraux au sein du projet. On demande d'ailleurs même qu'il y a au moins une thèse en codirection entre deux établissements différents pour faire le lien aussi, en l'occurrence. Et aussi donc des relations avec les projets ciblés, comme j'ai pu vous le signaler tout à l'heure. Les caractéristiques, donc on finance que les acteurs académiques, au sens large académique, mais des rapporteurs de recherche publics ou quasi-publics du territoire national. Les budgets par projet sont de 600 000 € à 2 millions, et sur une durée de 4 à 6 ans. Voilà, c'est pas c'est à choisir. Et entre 600 000 et 2 millions, bien évidemment, selon le montant qu'on met, on sera plus exigeant, plus le budget va augmenter, ce qui peut paraître assez logique, bien évidemment. Le but aussi, alors c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai pas redit là, c'est qu'on doit aussi créer un tissu national, et donc forcément, l'idée d'avoir plusieurs partenaires de différents types d'établissements et si possible une bonne couverture nationale, c'est encore mieux vu. Mais l'idée de faire plusieurs laboratoires d'un même établissement, ça c'est quasiment c'est mort-né.
Il faut automatiquement avoir au moins, alors selon le budget aussi qui est demandé, hein, mais c'est au minimum 2 établissements différents. C'est pour faire des liens, je rappelle, c'est vraiment pour fédérer la recherche sur le sujet au niveau du territoire. Calendrier de l'appel. Donc, il y a eu donc la publication par l'ANR, ça a été fait il y a 3 semaines, un peu plus peut-être maintenant, plutôt Même un un mois. mois. Ouais, ça Ouais. fait un mois, le temps passe, hein. Ouais. Il y a les lettres d'intention, donc ça, c'est actuellement. Je vous rappelle que les lettres d'intention qui sont à déposer au niveau du site de l'ANR doivent être déposées au plus tard le 30 avril. C'est ça. Chose importante, même si vous ne déposez pas de lettre d'intention, ça ne vous empêchera pas de déposer un projet le 19 septembre. L'intérêt de l'appel à la manifestation d'intérêt, et donc des journées du 15 et 16 mai, c'est juste, de vous mettre en relation. Alors, j'ai peut-être d'ailleurs tout, parce que Lucie, elle a fait les slides, mais je vais tout. La slide est après. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, vous aurez tous les liens comme ça, quand vous aurez pu le PDF, vous aurez tous les liens sur lesquels cliquer. Mais l'idée, c'est ça, c'est que les journées AMI ont pour but principalement de faciliter la construction des consortiums ou de finaliser les projets associés, que vous ayez pu déposer une lettre d'intention ou pas, et que vous voulez juste être présent le 15 et le 16 pour peut-être vous pluguer à un consortium en disant que finalement ils sont en train de rechercher un spécialiste de la data, moi je suis là, ou un spécialiste de la mobilité douce, je suis là aussi. Et donc être présent et comme ça intégrer un consortium et finaliser ou même fusionner 2 lettres d'intention pour en faire une seule. Et pour le Mmh. coup, je vais Ouais, juste vas-y. compléter, Vas-y. c'est tout à fait possible de déposer une lettre d'intention tout seul, en disant: «Moi, j'ai toutes ces compétences-là, et donc je voudrais rentrer dans un projet» et à partir du moment où nous, on aura une lettre d'intention, on vous connaîtra, on vous permettra de pitcher, vos compétences et d'intégrer les workshops, de construction de projet. C'est quand même fortement recommandé si vous êtes tout seul et que vous avez des compétences que vous voulez intégrer dans un projet, c'est quand même recommandé de venir déposer une lettre d'intention pour qu'on sache que vous êtes là. Parce que si on ne sait pas, si on ne vous connaît pas, on va avoir du mal à vous intégrer dans les workshops qui correspondent à vos compétences. Donc même si vous êtes tout seul ou 2 partenaires, vous avez des super idées, déposez rapidement une petite lettre d'intention, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste un petit document à remplir et à Mmh. déposer sur le site de l'ANR. C'est pas le projet qu'on demande, hein, mais du coup, alors c'est quand même recommandé, de venir déposer ce petit document pour que nous, derrière, on puisse, travailler à construire les workshops qui pourront correspondre et vraiment vous aider à construire des consortiums de projets, efficaces. Et chose aussi complémentaire à ce que vient de dire Lucile, c'est que si vous déposez forcément, une lettre d'intention, on ira voir que vous êtes bien inscrit, mais c'est, 2 actions complémentaires. En fait, vous pouvez vous inscrire sans déposer de lettre, vous pouvez déposer une lettre, mais normalement si vous déposez une lettre, vous devriez vous inscrire juste derrière. Il y a Et de toute façon, la problématique aussi, c'est que si vous déposez une lettre et que vous n'êtes pas inscrit, on vous alertera que vous n'êtes pas inscrit et au pire, on vous En théorie, inscrira, de voilà, toute façon, voilà. vous verrez arriver un petit mail de ma part vous disant: C'est ça. «Eh, vous avez déposé une lettre, mais il faut vous inscrire». Donc soyez En pas sachant surpris si ça arrive. C'est ça, parce qu'en sachant que le 15 sera principalement la présentation des différentes lettres Mmh. d'intention et un début de structuration, de rapprochement, on va dire, de mariage, on va dire c'est comme ça. Et le 16, ce sera la poursuite et en gros, on présentera les projets qui auront travaillé pendant ces 2 jours pour les projets nettement plus aboutis le 2e jour. Voilà, sur les projets Heu, plus aboutis, on vous laissera un peu de temps même pour pitcher un peu les projets devant les comités, des parties prenantes et comités scientifiques du PEPR qui pourront vous faire un premier retour. Alors ils vous diront pas: «Oui, ça va être accepté», non, ça passera jamais, mais ils pourront vous donner quelques recommandations, en tout cas, pour vous guider vos projets, sur les projets les plus structurés par contre le 16. mmh Donc après cette partie-là, donc qui est donc le 2e onglet, enfin sur l'aspect construction de projet, il y aura donc le dépôt des projets finalisés. Alors entre le moment où il y aura les AMI et l'été, il y aura plusieurs webinaires qu'on organisera avec aussi la présence de l'ANR pour répondre à des Oui, questions peut-être plus pratiques administratives, que seule l'ANR pourra répondre. pour le coup, je peux le Après confirmer, ils me l'ont ouais. confirmé ce matin, donc vraiment je confirme, il y aura l'ANR, au webinaire. Super. Donc voilà, donc il y en aura plusieurs, donc on va dire, entre fin mai et début juillet. Après il y aura dépôt des projets finalisés, donc on a décalé au maximum pour ne pas vous couvrir totalement vos vacances d'été, et donc ce sera le 19 septembre. Ouais, et une question de Ouais, Jeanne.
Oui, Jeanne? Je trouvais plus le son. Mais en fait, les lettres d'intention, c'est quand même, assez précis parce qu'ils demandent un budget et tout. Par rapport à ce que tu viens de dire, Lucie, tu vois? Oui, Nous, on est Ouais, on mais a mettez on a des compétences, non, mais on une grosse fourchette, un grand truc. mais Non, alors même si ouais. vous remplissez pas la case budget, votre lettre d'intention, elle sera recevable quand même aussi. C'est pas sélectif, il n'y a rien d'obligatoire. Si vous n'avez pas vraiment à ce stade une véritable idée du budget, que vous avez même une grosse fourchette, vous pouvez la mettre. Si vous n'en avez pas, il y a eu des lettres d'intention sur d'autres PEPR où il n'y avait pas de budget indiqué. C'est pas, à ce stade, c'est vraiment pas un problème. OK, La parce que moi, case y est pour ceux qui auront l'idée, pour ceux qui savent déjà. Nous, ça nous permet de visualiser un petit peu. parce qu'on peut effectivement dire ce qu'on fait et sur quoi on veut continuer, mais de là à faire un projet, c'est pas pareil, quoi. Non, non. Oui, oui, non, non, mais OK. vraiment, mettez des grandes lignes. Et parce qu'en fait, on met tout ça parce qu'il y a forcément dans le lot, dans les lettres d'intention qui vont nous arriver, il y en aura forcément qui auront quasiment un projet structuré. Donc, on veut leur permettre à eux aussi de donner de l'information. Mais en tout cas, si vous êtes vraiment sur une thématique et que vous voulez poursuivre en vous joignant à un autre consortium, mettez ce que vous avez. S'il y a des cases vides, c'est recevable quand même. Il n'y a pas de problème. OK, d'accord, merci. Et donc voilà, et donc après, merci Lucille. Donc après il y a donc comme j'ai pu le signer tout à l'heure, après le 19 septembre, là ça devient opaque pour nous, on va dire jusqu'à début décembre je pense, enfin j'espère du moins. Donc pour vous, pour ceux qui auront déposé par contre, sur le après je ne sais pas du tout combien de projets seront déposés actuellement, mais il y aura une partie de ces projets-là qui vont être auditionnés. Alors ceux qui ne seront pas auditionnés, c'est que c'est mort, hein, soyons clairs. Par contre, il y a une audition, si on passait à la deuxième phase, il y a une audition devant un jury international. Et suite à ce passage et à cette audition, il y aura donc une évaluation qui sera réalisée par le jury international. Et c'est ce résultat-là que nous, on aura. Donc on n'aura pas, enfin, si j'ai bien compris, le résultat de pourquoi les X autres projets n'ont pas été auditionnés. Mais par contre, enfin, je suppose, moi, je peux pas encore trop le savoir actuellement, mais je pense avoir compris ça. Mais par contre, on aura les évaluations et les notes de ceux qui ont été auditionnés. Et c'est sur ce panel de projets qui ont été auditionnés que nous, on décidera qui sera financé ou pas. Et la contractualisation se fera au mieux du mieux, mais j'y crois pas trop, fin d'année, ça dépendra de la rapidité de l'ANR, mais je pense très fortement plutôt, soit ce sera en décembre, soit ce sera en janvier. Ou à Non, peu de choses près, janvier. ou en février à l'ouverture des lignes budgétaires, mais voilà. Soit entre janvier et février, enfin entre décembre et février, selon la rapidité de l'ANR. Voilà. Question de Oui. Cédric, sur les 30 millions d'euros du PEPR, connaissons-nous les répartitions budgétaires des Ah. projets ciblés, première AAP, deuxième AP? Oui, on les Est-ce que connaît. j'ai mis non, c'est terminé. Non, non, tu Donc l'as pas indiqué, oui, mais alors je vais dire, alors globalement, je t'en prie. les projets ciblés, ont tous à 11,5 millions. Les 3 projets ciblés. Donc c'est vraiment beaucoup de projets parce qu'il y a beaucoup de partenaires et beaucoup d'équipements qui coûtent cher à développer ou des enquêtes, hein. L'enquête est assez pour l'aspect transport, est très, très productive parce que ça implique de 10 000 interviews. Enfin, vous pouvez imaginer, ça dure sur 4 ans, c'est assez pharaonique. Mais bon, c'est parce que ça n'existe plus et qu'il faut vraiment refaire des choses qui n'existent pas. Donc, il y a 11,5 millions sur les 3 projets ciblés. Il y a du budget pour l'aspect gouvernance. Et donc, pour le premier appel à projet, je crois que c'est 8,5 millions. Je dis une Oui. bêtise, Lucille? Non, C'est ça, non, c'est ça. 8,5 millions. Donc 8,5 millions. Si on part sur des budgets entre 600 000 et 2 millions, on part dans l'idée entre 5 à 6, voire entre 5 et 7 projets, avec, je pense, un optimum à 6. Donc dans l'absolu, le rêve idéal, on aimerait bien avoir 2 projets par axe. C'est un peu l'idée. Ça, ce serait Si c'est vraiment pas le bien. cas, et si on a 5, enfin 5 projets, 6 projets sur l'axe 3, bah, ce sera 6 projets sur l'axe 3. Et donc le résultat, c'est qu'on fera, au deuxième appel, bah, on fera un focus un peu plus fort sur cette partie-là, C'est sur, ça. justement les axes qui n'ont pas été mis en Sur route. les trous. Donc voilà. Voilà.
Donc, Du coup, la dernière slide, je ouais, te donc la voilà, laisse. donc du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, donc dernière slide, donc ah oui, alors en plus de ça, bien évidemment, il y aura des colloques annuels hein, qui seront organisés sur le sujet pour montrer justement cette fameuse diffusion de connaissances et à la collectivité, bien évidemment, de Mobidec, mais pas que, aussi aux financeurs, il y a d'autres, aussi aux parties prenantes. Donc c'est ça aussi. Donc on a aussi des collèges hein, scientifiques avec des experts différents de nos partenaires et aussi un peu à l'étranger, et aussi un collège des parties prenantes avec des entreprises des différentes filières et aussi des associations plutôt de collectivités ou des associations d'entreprises. On n'essaye pas justement de faire un focus sur une association, enfin sur une entreprise ou une collectivité pour pas justement faire un marquage sensible sur une zone du territoire, mais plutôt essayer de prendre des associations pour avoir une vision globale de la chose en fait. Donc Oui, voilà. ouais, Fabrice, c'est une remarque pertinente. Euh, je participe actuellement sur un projet plutôt au niveau du ferroviaire avec le réseau, où j'ai embarqué le réseau, et on a une approche qui effectivement est réplicable sur plusieurs territoires. Et c'est ce que nous a dit, le guichet nous a dit que c'était effectivement une approche qui était qualifiante pour le projet, dans la mesure où elle se réplique. Elle tient compte des contextes, donc on Mhm. aborde l'ensemble des contextes, mais on peut la répliquer. Et ça, ce Mhm. sont des sujets qui sont apparemment appréciés notamment l'ANR, parce qu'en espèce, c'est l'ANR. Fabrice, tu dois avoir soif, je te remercie beaucoup. Ça fait Ben 8 heures voilà. que tu Donc parles non-stop. pour information, vous avez là tous les noms sur la fin, les contacts, hein, si vous voulez avoir justement les personnes. Voilà, vous avez tous les noms. J'avais Bon, une question, oui, Fabrice. bien. Ouais, vas-y. Euh, Vas-y. tu parlais de communauté scientifique nationale. Imaginons que, il y ait un consortium, parce qu'on a tous les talents au niveau Nouvelle-Aquitaine pour Mhm. pouvoir répondre à ce type de projet. S'il y avait un consortium qui se montait que en région Nouvelle-Aquitaine, est-ce que ça poserait un problème parce que ça répondrait pas à cet aspect national? Est-ce que ça poserait un problème? Alors, ce qu'il faut, c'est plusieurs établissements. Si c'est purement région, mais vu que la région Nouvelle-Aquitaine est quand même assez large, oui. Mais ce qu'il faut, c'est qu'au moins, on ait 2 établissements et si possible, pas sur le même territoire. En gros, 2 établissements de Bordeaux, ce serait un peu si c'est un territoire à Bordeaux, à Limoges ou voilà, enfin, ou à Pau, ou La Rochelle, bien évidemment, c'est quand même assez disparate. C'est sur le territoire. Voilà, c'est D'accord. ce que quand je disais, c'est pas sur le même territoire, ça peut être au niveau d'une même région, vu que les régions sont larges. Mais si c'est au niveau d'une même commune ou une communauté d'agglo, D'accord, ça oui, n'est pas très bien. un peu plus problématique. Après, quand on parle de communauté scientifique nationale, on parle aussi de communauté scientifique au sens large. On parle de la communauté scientifique qui va être créée par l'ensemble des projets qui seront financés, mais aussi par l'ensemble des projets qui auront été déposés. Un des objectifs des PEPR, c'est aussi de faire communauté, pas seulement avec les projets que le PEPR finance, mais aussi de garder pas loin les gens qui auront porté des projets qui n'auront malheureusement pas forcément été financés sur cette fois-là, mais de les garder dans la communauté du PEPR pour les garder informés de tout ce qui se fait, pour pouvoir aussi éventuellement les diriger vers d'autres guichets qui peuvent être nationaux, qui peuvent être aussi à l'Europe, hein. Il y a des thématiques sur lesquelles on va essayer de, de faire en sorte de pouvoir aussi vous envoyer vers l'Europe, vers le guichet européen à l'issue des projets PEPR pour que vous puissiez aller plus loin dans vos recherches. Donc, quand on parle communauté scientifique nationale, c'est vraiment aussi au sens large, pas seulement la communauté à l'intérieur d'un projet donné. C'est vraiment toute la communauté sur la thématique digitalisation, décarbonation des mobilités. Vraiment créer quelque chose de grand, une grande communauté qui pourrait discuter de toutes ces thématiques-là, pas seulement en étant financé, mais aussi, comme on le fait aujourd'hui, hein, en discutant des sujets qui nous intéressent pour voir comment on pourrait avancer. Très bien, merci. On en reparle dans 8 ans. On vous dira si à la C'est fin on ça. a gagné. Ou si je suis viré, bah, vous comprendrez qu'au final, ça n'a pas marché. C'est Donc c'est pas, voilà. c'est pas la direction que ça prend aujourd'hui, Non, en, j'espère en bien. tout cas. J'ai une question. Et Eric, tu posais la question sur le programme du 15-16 mai. Je crois que j'ai Mhm. envoyé un mail, je vais le renvoyer à tout le réseau, hein, puisque j'avais eu une communication justement du PEPR pour Mhm. citer les 2 journées du 15 et du 16 mai prochain pour le montage de projet. Donc, je vais renvoyer Mhm. au réseau ce mail-là qui m'avait été adressé de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. La session a été enregistrée, donc elle sera rediffusable sur le site de R3 Mob.
Donc, on essaiera de capter toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas, nous sommes les points d'entrée, que ce soit euh, moi-même, Mohamed et Yacine, enfin, même tout le COMOP, hein, puisque je vois qu'Olivier et Jeanne sont là, Fabrice aussi. Donc, ce sont les points d'entrée, hein, pour le PEPR. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, hein, pour qu'on puisse relayer l'ensemble de ces informations. Il est Ok. 14h39. Si j'ai d'autres questions, je Merci. vous en prie. En espérant vous voir le 15-16 ou du Oui. moins avoir une lettre d'intention, ce serait bien. Pardon, je suis désolé, je me permets de réagir rapidement là. C'est Oui. juste que j'ai été sur le site pour m'inscrire pour le 15-16. Je voulais voir un Oui. peu à quoi ça ressemblait. Et il y a Oui. marqué que la journée du 15, elle est réservée aux partenaires soumettant des projets. Si on soumet une lettre d'intention plutôt avec des compétences, nos compétences, parce que par exemple, moi je travaille dans l'aide à la décision. J'ai pas Ouais, vraiment de non, compétences sur la mobilité à proprement parler, mais par contre, l'aide à la décision, c'est mon domaine. il n'y a Oui. pas de souci. Je vais faire la demande au service com de modifier en fait cette ligne-là parce que effectivement elle prête à confusion. Non, on va faire modifier. Je vais faire écrire réservé aux partenaires soumettant une lettre d'intention globalement. Vous pouvez vous inscrire. Il y a pas de problème. C'est voilà, il y a juste un petit couac au niveau du service com et on va faire changer ça. Parfait, merci beaucoup. Voilà. Et après, si vous avez ceux qui n'étaient pas présents, qui vont visionner ce film, enfin ce film, peut-être pas exagéré non plus, hein, on va dire ce webinaire, on n'en est pas encore là, c'est pas encore Cannes, mais bon. Donc, si vous avez donc des questions, donc je parle à ceux qui visionnent là dans leur canapé dans 2 ou 3 jours, bah, vous gênez pas, hein, vous avez mes coordonnées ou via Cédric, il pourra faire remonter, pouvoir répondre à vos questions. Lucille et moi, on est là pour répondre à vos questions maintenant et après, jusqu'à la fin, jusqu'au dépôt, et même après d'ailleurs. Si vous avez la Ouais. chance de gagner, on sera là sur votre dos J'ai jusqu'à la fin. Sans problème. j'ai une petite question, Fabrice et Ouais. Lucille. Je Ouais. vais peut-être rajouter quelque chose parce que j'ai été interrompu là quelques minutes. Parce que normalement, j'ai ma réunion de 14h30 qui commençait. Donc, je leur ai dit que je Ouais. serais en retard. Parce que c'est très intéressant tout ce que vous nous avez raconté. Donc, je n'arrive pas à partir. Merci. Ma question, c'est sur donc le 15 et le 16. Est-ce que vous avez des éléments sur qu'est-ce qu'il y a dans le programme? Parce que typiquement, on est plusieurs de La Rochelle à être intéressés par venir, mais le 16, on est pris par un événement local. Donc, on sera obligé de rentrer dès le 15 au soir, voire le 16 au matin. Donc, Mhm. qu'est-ce qui, dans le programme, ça s'orienterait comment le 15 et le 16? Du Et si coup, vous l'avez déjà dit, désolé. non, non, non. Le 15, on sera déjà en entrée de journée, en ouverture de journée sur une présentation assez courte, hein. On va pas s'éterniser dessus, mais le rappel de ce qu'est le PEPR et du contenu de l'appel à projet, bien entendu. Probablement une intervention du SGPE. On attend la confirmation. Et ensuite, principalement, on vous laisse la parole aux porteurs de projets. On vous laisse présenter vos projets. On vous propose des workshops pour échanger entre vous. Et si vous devez venir sur une des deux journées et vous ne pouvez pas être là les deux, venez le 15, parce que c'est vraiment ce jour-là où vous aurez le plus la possibilité d'échanger entre vous. Ensuite, le 16, on prévoit à nouveau des workshops le matin. Et le 16 après-midi, la possibilité pour les projets qui auront abouti sur quelque chose de plus avancé qu'ils le souhaitent, de présenter devant le comité scientifique et le comité des parties prenantes pour avoir un premier retour, quelques conseils, etc., sur leurs idées, la base de leur projet. Donc, ma recommandation, effectivement, si vous êtes plus disponible le 15, venez le 15 au moins. Comme ça, vous pouvez au moins rencontrer les autres porteurs de projets. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est très bien pour nous. Donc, je pense qu'on sera quelques-uns à venir le 15. Très bien. Alors, On vous attend. c'est La à Rochelle, hein. Marne-la-Vallée, enfin, c'est à côté de Marne, hein, donc vous allez devoir monter dans le nord, hein, je suis désolé. C'est le point problématique. On n'a pas pu le faire Ouais, à mais Bordeaux ou à La tu te rends Rochelle. pas compte à quel point c'est super dur pour tout le monde, hein, de monter à Marne, vous voir. Je Franchement, sais. c'est trop dur. Moi, je suis à Bah, Bron, hein, pour info, donc à Lyon, donc c'est pareil, hein, vous monter remarquer à que tout Marne. le monde moi j'ai un pull, je suis dans le nord, vous voyez, tout le monde, il n'y a personne apparemment à avoir un pull, hein. Mais bon, bref, On chacun son truc. attend, on attend Non, donc mais oui, La effectivement, ce Rochelle sera en sur le force. campus du GE à Marne. Ouais. Et donc, oui, Et puis, ben, j'ai eu un bureau 4 ans là-bas, donc ça devrait aller. Je Ça va. connais le chemin.
La Et Rochelle d'ailleurs, en pour répondre, force, ça c'est une très bonne ouais, chose, ta d'autant plus que dernière c'est un question, Yacine, territoire. tout à Ah, l'heure, pardon, ouais, vas-y, vas-y. sur le financement à 200 millions, c'est l'ADEME hein, qui finance ça. Et ça, c'est vrai que les thématiques ressemblent très fortement à Corifère quand même. Mm. Je n'ai pas encore trouvé l'information, mais c'est vrai que ça ressemble très fortement à Corifère. Mhm. Mais Est-ce que ce call est encore ouvert, Fabrice? ah non, non, il est fermé, Ils hein. sont C'était en fermés, hein? 2021. C'était 2021, ouais, d'accord, Ouais. ok. En fait, tout a été lancé en 2021. Le PEPR, le temps Ouais. de la rédaction du document, enfin la lettre de mission en 2021, le temps que ça soit mis en place, accepté, passé devant les auditions, ainsi de suite. Finalement, ça a été accepté. Le réunion de lancement a été fait en décembre de l'année dernière, mais l'acceptation a été faite en fait en avril de l'année dernière, donc il y a un an. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ce qui fait que globalement, l'appel a été fait en même temps pour tout le monde en 2021, sauf que ça a été de nous accepté en fin 2022. Oui, comme tous les Mais kick-offs, il de y a toute façon, encore qui des sont appels qui lancés. sortent quand même, Fabrice, Oui, il hein, y a parce qu'il y encore a eu des des appels. appels autour de la Oui. mobilité Oui, automatisée l'année oui, tout dernière. à fait. Oui, mais c'était Ouais, plus dans le document initial qui était de la SNA à l'époque où le PEPR avait été d'accord. précisé, en fait. Mais oui, oui, heureusement qu'il y en a encore D'accord. d'autres qui sortent. Et Corifère 2, là, oui, là, ça se termine, mais bon, enfin, c'est l'appel du moins. Mais bon. Si vous permettez, en guise de conclusion, on a des territoires qui sont investis, des territoires néo-aquitains qui sont investis depuis très longtemps sur cette question de la décarbonation. Ça serait vraiment une très bonne chose que, effectivement, ces territoires-là soient présents. Et je vois qu'ils se Mm. sont déjà manifestés et commencé à s'organiser en conséquence. Et puis, il y a des territoires aussi néo-aquitains qui ont besoin, qui sont engagés dans cette voie-là. Et donc, on va essayer de voir de ce que j'ai Mhm, compris. C'est qu'en gros, si on arrive avec des territoires qui sont en soutien de ces démarches, c'est une mhm. très très bonne chose. C'est Oui, plutôt Ah oui, un complètement. élément très ça. qualifié. Je Ah pèse même oui, au très qualifiant. Très, et je pèse le Mhm. très. Ouais. D'accord. tout à fait. Alors, Non, mais après, ça peut être aussi, alors, à minima, une lettre de soutien, que ce soit pour une entreprise Bien sûr. ou de filière ou une collectivité ou une région ou autre. Mais forcément, si ça devient partenaire, bah oui, les cases sont un peu plus cochées, on va dire. Et à la fin, ce sera au nombre de cases cochées. Pour être assez clair. Enfin, je oui, c'est suppose sûr. du moins, mais comme ce sera l'année, on verra à la fin. Mais, Bien sûr. Bien sûr. mais normalement, oui. Mais ça, tout est marqué dans l'appel à projet. Hein, on va dire les prérequis, ce qui est demandé, ce qui est obligatoire, ce qui est souhaitable, très souhaitable, fortement souhaitable, Oui, extrêmement souhaitable. c'est plutôt bien indiqué dans l'AAP, mais en tout cas, si jamais vous avez des questions à la lecture de l'AAP, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra. Et si on n'a pas, si c'est une question hyper technique et qu'on n'a pas la réponse immédiatement, on demande à l'ANR, ils sont assez réactifs et donc on aura la réponse rapidement. Voilà. La lettre de soutien, et pour finir, ma dernière question, la lettre de soutien est souhaitée lors du dépôt de la lettre d'intention? Non, Non, d'accord. Au moins, parfait. non, lors du dépôt de la Ah, le l'intention, c'est principe, vraiment, on va au plus simple et au plus court. Très Elle bien. sera souhaitée au moment du dépôt du projet, Du donc dépôt au plus tard au 19 mi-septembre. septembre. Ouais, très là, bien. c'est vraiment pour aider le futur consortium à finaliser quelque Mm. chose et qu'il soit éligible le plus fortement possible lors du passage et évaluation par l'ANR. Je dirais pas que c'est officieux, c'est pas ça, mais simplement c'est comme une démarche officielle, mais simplement c'est que il y a rien de signé dans le marbre à la fin des 2 jours. Enfin, genre, le but c'est pas d'avoir un truc clé en main qui sera donné. Après, vous avez Ah non, encore de mi-mai à mi-septembre, donc il reste encore un peu de mois pour conceptualiser quelque chose. Il y a les 4 mois, et donc ces 4 mois, c'est enfin on va dire un mois de mois avec les vacances, pendant 3 mois encore pour aller plus loin. Mais c'est vraiment pour initier la démarche, pour faciliter. On veut être facilitateur en fait c'est ça. comme a dit Lucille, pour le consortium. Voilà. Très bien. Vous pouvez changer du tout au tout, hein. Entre la lettre d'intention et le projet qui sera déposé, ça peut changer du tout au tout et c'est pas un problème. Pour Ville durable bâtiment innovant, alors si on fait alors, on ne sait pas du tout combien on en aura ici, hein, mais là, il y a eu 75 demandes 75 lettres d'intention Ouais. qui ont été déposées, mais des lettres d'intention je suis là, je sais faire ça, est-ce que vous avez Mm. besoin de moi? J'ai déjà mon consortium et un projet, comme a dit Lucille tout à l'heure, qui a été fermé. Enfin, bon, pas fermé, mais déjà tout fermé, ficelé. Et ben, la problématique avec ça, c'est que au final, on a fortement, enfin, les porteurs de VDB ont fortement demandé aussi peut-être de fusionner des projets entre eux, qui étaient très très proches dans la thématique. Au final, 40 projets ont été Mm. déposés. Voilà. Bien. Je suis obligé de vous laisser parce que et Ah oui, c'est moi qui ben, moi pilote la aussi. réunion et l'enregistrement, donc je suis vraiment navré. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je vous propose qu'on clôture l'enregistrement. Ok. Un très grand merci, Lucille et Fabrice, justement, pour Ben, merci à vous. cette Merci à vous. présentation.
Et puis, ben, je crois que l'appel est lancé et le rendez-vous pour le 15 et 16 mai prochain pour justement la réussite de ce PEPR. Je vous souhaite On une vous attend. très bonne après-midi à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine animation scientifique. Merci Bon beaucoup. après-midi. Bon Au après-midi. revoir.